choisir Montescalier Stana. Facile à utiliser, pratique, innovant et disponible en cuir. Comme moi, faites confiance au leader mondial. Appelez Stana au 0800 801 064. 0800 801 064. Et normalement, Donc, ok. ça devrait marcher. Moi au message via Messenger, c'est bon. Bonjour. Alors, tac. C'est bizarre. Bon. Écoutez, je vais essayer de voir si... Sinon, c'est pas grave, hein, on fait comme la fois dernière, comme mardi. Ouais,
Je c'est pour fais, je fais le CM, je ne vois personne, je vous entends, et puis au fur et à mesure, je vois les messages, le cas échéant, de vos camarades via Messenger. Hein. Ouais. J'essaie de voir si je vais prendre juste une seconde pour vérifier si je peux pas faire quelque chose, et puis sinon. D'accord, faites. Donc là, vos camarades m'entendent ou pas? Normalement, ça devrait être bon D'accord. au niveau du son. Oui, parce qu'en fait, il me voit sur le stream, mais il ne mais je n'arrive pas à la mettre également sur Skype en même temps. Oh, c'est pas. Au pire, c'est pas grave. S'ils entendent, Ouais, c'est bon, ils entendent. donc C'est c'est déjà ça. Et puis normalement, j'étais censé avoir Anaïs et Kevin avec moi au niveau du Skype, mais bah, Anaïs n'étant pas très bien, je ne suis pas sûr qu'elle vienne, et Kevin, je n'ai pas de nouvelles, donc on verra bien D'accord. par la suite. Il n'y a pas de problème. Donc on peut commencer comme on a fait la fois dernière. Je me suis permise quand même d'aller m'écouter, hein, voir ce que ça donnait quand je vous écoute. Bon, ben, je ne me ferai plus l'expérience, hein, c'est terminé. Je m'écoute en direct et pas en différé, ça suffit amplement. Alors, je vous propose qu'on commence par le plus embêtant, c'est-à-dire la syntaxe. Et on finira par des choses plus simples, c'est-à-dire la grammaire. Et n'hésitez pas, si je comprends tout à fait, vous avez une journée de cours dans les pattes. Peut-être que pour certains, c'est journée de cours, puis journée de boulot ou journée de boulot. Donc, c'est pas grave si on tient pas 2 heures. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Donc, on va au moins cibler 3/4 d'heure pour chaque. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors on n'est que 12 actuellement sur le stream. D'accord. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça aussi que je vais pas vous. De toute façon, bon, je suis pas retournée chez le médecin et effectivement, c'est ce que j'ai dit à Garance, même si je me suis excusée quand même auprès d'elle. Mais hier, j'ai effectivement fait un malaise après l'injection, donc je n'étais pas en état du tout, du tout. De toute façon, il n'y a pas d'excuse à avoir. Non, mais La santé passe avant tout, hein, je voilà, comprends. c'est comme ça, mais voilà. Donc la semaine prochaine, en forme ou pas en forme, je suis devant vous, physiquement. D'accord. Donc, là, ça commence à bien faire et donc voilà. D'accord. Je ne serai pas forcément au top de ma forme, quoi. Si, dans la tête, ça devrait aller. Physiquement, moins, mais on fera avec. Hein, d'accord? Pas de souci. Et qu'est-ce que vous mangez de bon, Laura? Parce que je peux peut-être m'inviter, non? Très bien. Bon, alors, on va continuer un petit peu sur... Alors, c'est bon pour vous, Pierre-Alexandre? Je peux commencer ou Oui, c'est bon. Il faudra juste me dire quelle diapositive mettre. Donc, on va continuer avec la diapo 27. Avec diapo 27 sur complétive du nom. Tout à fait. Ah, et ça devrait être bon. Ça fera l'affaire. Hein, donc, si vous vous souvenez bien de ce qu'on a dit mardi, vous avez déjà des petits tests à votre disposition pour arriver à définir si vous aviez affaire à une complétive, c'est-à-dire à une subordonnée nominale, ou à une relative, c'est-à-dire à une subordonnée adjectivale. De toute façon, ces tests-là, on les réutilisera. Et notamment, alors déjà notez ça. Bah, si, c'est bon, les haricots verts, c'est plein de fibres. Ce que j'aimerais que vous regardiez pour donc mardi prochain, parce que comme on n'a pas... on a banalisé l'histoire de la langue, ça je m'en excuse aussi, pourtant c'était mon truc préféré aussi. On a banalisé l'histoire de la langue, c'est pas pour autant qu'on n'aura pas cours. On fera de la syntaxe. Quand on fera de la syntaxe et ou de la grammaire, on verra, d'accord? Ça veut dire que pour la semaine prochaine, j'aimerais que vous regardiez la diapositive 28. Donc c'est celle qui est juste après où ce sont des exemples.
et que effectivement vous m'identifiez les complétives au sein de ces exemples-là. Et si jamais vous voyez des relatives, vous me les identifiez aussi. Et surtout, vous m'expliquez bien à chaque fois, quand on reprendra tout ça, hein, mais vous m'expliquez bien à chaque fois quel test vous utilisez pour définir et pour affirmer que vous allez faire soit une complétive du nom, soit une subordonnée adjectivale, d'accord? Je vais le noter en même temps, comme ça, D'accord. je De le toute façon, donnerai aux autres. je le rappellerai à la fin du petit cours de tout de suite, là, donc ne vous inquiétez Ouais, il n'y a pas de souci. pas. Alors, donc vous avez remarqué que quand on a donné l'exemple The idea that cows could fly is ridiculous, on avait effectivement une complétive du nom. Et qui dit complétive du nom dit qu'il y a un groupe nominal qui précède immédiatement le subordonnant. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous allez avoir un groupe nominal suivi d'une complétive, tout au moins d'une proposition introduite par that, que cette proposition va être une complétive du nom. Tous les noms n'ont pas ce genre de construction. D'accord? En d'autres termes, tous les noms ne peuvent pas être complétés par une complétive du nom. Il y a des noms, comme on l'a vu dans l'exemple 53. The idea that is suggested is ridiculous. On a affaire ici à une relative. Néanmoins, dans les deux cas, on a la même tête nominale et le même groupe nominal. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que, autre test à votre disposition, pour arriver à définir si vous avez une complétive du nom, c'est de déterminer la nature du nom. En règle générale, les noms, les têtes nominales qui sont complétées par une complétive du nom sont des noms abstraits, qui expriment une idée, un fait, une opinion, une probabilité. Donc effectivement, the idea, the feeling, the fact, the belief, the conviction, tous ces petits groupes nominaux-là peuvent être amenés à être complétés par une complétive du nom et ou une proposition relative. Si vous regardez maintenant les exemples 54 et 55. The belief that might is right, the conviction that life is tough. Donc, effectivement, d'un point de vue sémantique, belief et conviction sont des noms abstraits. D'accord? Mais pour être sûr que vous avez bien affaire avec that might et that life is tough, that might is right et that life is tough, que vous avez bien affaire à des complétives du nom, vous faites la petite transformation que je vous ai proposée dans le transparent et vous faites apparaître le verbe qui sémantiquement correspond à la notion abstraite exprimée par le nom. Donc au lieu de dire the belief, vous dites I believe. Et effectivement, on peut très bien dire I believe that might is right, auquel cas that might is right est bien une complétive du verbe. Ce qui vous permet d'affirmer que that might is right dans le groupe nominal the believe that might is right est bien une complétive du nom. Même chose, the conviction that life is tough. Vous remplacez conviction par soit I feel, soit I know, soit ce genre de verbes-là qui vont sémantiquement reprendre la même idée, la même notion de base. Et vous dites I know that life is tough. Vous avez une complétive du verbe. Donc, that life is tough dans le groupe nominal qui précède est une complétive du nom. D'accord? Donc voilà, c'est un test supplémentaire pour vous pour arriver à définir si vous avez affaire à une complétive du nom ou pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde les tests? Est-ce que vous les avez tous plus ou moins en tête? Donc voilà, vous les notez sur un petit coin du papier quand vous faites les analyses. Hein. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je suppose que non. J'ai pas de réaction au niveau de Messenger, donc ça devrait... Il n'y a pas de retour des deux côtés, donc... Donc ok, très bien. Donc ça, c'est pour les complétifs du nom. D'accord? Donc les subordonnées nominales. On va maintenant s'intéresser aux subordonnées relatives. Pas de questions, je pense. Très bien, Méaspi. Alors.
on a vu que... Très bien, Iman, ça marche. On a vu que ce soit la proposition complétive ou la proposition relative, elles étaient toutes introduites par un subordonnant. Donc là, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est le subordonnant VAT et 0, parce qu'ils sont communs aux deux subordonnés, complétif et relatif. Mais on a vu aussi que lorsque on avait affaire à une proposition relative, ça impliquait que le subordonnant, VAT, ou bien 0, ou dans une autre mesure, which, avait une fonction syntaxique au sein de la subordonnée. D'accord ? Et ce dont on va se rendre compte aussi, c'est que ce subordonnant, alors that, 0, which, who, and so on and so forth, what, ces subordonnants-là, on les appelle bien des pronoms relatifs. D'accord ? Donc, une fois encore, la terminologie pronom n'est pas bonne, puisqu'il faudrait dire une proforme. Mais ça revient sensiblement à la même chose. En grammaire traditionnelle, on garde la terminologie pronom, mais c'est tout simplement une forme qui en remplace une autre. D'accord ? Donc, ce subordonnant, ce pronom relatif, va remplacer un groupe nominal. Veuillez m'excuser. Et pourquoi, dans ces cas-là, utiliser un pronom? Tout simplement pour éviter une répétition. D'accord? Donc c'est une proforme qui est relative au groupe nominal qui la précède. C'est pour ça qu'on appelle ça un pronom relatif. Alors, là, j'en suis à la diapo 29. Donc, exemple 56. Non, je suis désolée, c'est moi qui suis enrhumée. Donc, ça risque de faire des interférences à intervalles réguliers. Merci Yasmine. Donc, Jen was looking at a man. The man seemed angry. Donc, on pourrait très bien avoir ces deux propositions indépendantes. Oui, c'est un peu ça, ouais, je suis tout à fait d'accord. En ce moment, c'est tout à fait ça. Et moi, j'ai l'image en plus. Ravi de vous compter parmi nous. Donc, on pourrait très bien dire Jane was looking at a man. The man seemed angry. Donc là, vous voyez qu'on a mis en place un fléchage avec the man. Mais vous vous rendez compte aussi que c'est un petit peu maladroit d'utiliser ces deux propositions indépendantes alors que la syntaxe nous permet de réagencer tout cela, de ne faire qu'une seule proposition, certes complexe, mais d'utiliser un pronom relatif qui va faire le lien entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Donc, Jen was looking at a man who seemed angry. D'accord? Donc, who ici est le pronom relatif. C'est le subordonnant qui va relier la relation prédicative seemed, sujet seemed angry à la proposition principale dont la relation prédicative, je vais y arriver, excusez-moi, est Jane, look at a man. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, dans ces cas-là, who a pour antécédent a man, que who reprend a man, qu'on ne le répète pas, ce qui nous permet d'alléger syntaxiquement la structure. D'accord? Mais ce qu'on remarque aussi, et c'est ce dont je vous parlais juste avant, c'est que le pronom relatif a une fonction syntaxique au sein de la proposition, au sein de la subordonnée. Ici, who a fonction de sujet, du verbe seem. D'accord? Chose que n'aura jamais une conjonction de subordination. Est-ce que jusque-là, ça va? D'accord? Donc, un test qui sera à votre disposition, ça va être celui-ci. On reprend l'exemple 57. Alors là, ce que j'aimerais bien, c'est que vous le renotiez, puis on va le décomposer, on va mettre chacune des positions,
des relations prédicatives pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, vous aurez une première relation prédicative, SPE, qui va être Jane, look at a man. D'accord? Première relation prédicative. Vous allez à la ligne, vous mettez la deuxième relation prédicative, SP2, et vous mettez The man seemed angry. D'accord? Alors, si vous êtes en train de l'écrire, à ce moment-là, mettez votre première relation prédicative et la deuxième relation prédicative, vous la mettez, vous faites coïncider l'un en dessous de l'autre, a man et the man. Comme ça, il y aura point commun entre les deux et vous pourrez l'entourer, vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec. D'accord? Donc, ça fonctionne mentalement comme cela. C'est une première manière de mettre en place les choses, d'accord? Et ce que vous allez faire entre les deux, c'est que vous allez utiliser who, que vous allez mettre entre crochets carrés, pour relier les deux relations prédicatives. Ça, c'est pour vous montrer ce que mentalement, il se passe dans vos petites têtes quand vous utilisez ce genre de structure. Maintenant, vous allez faire la même chose. Première relation prédicative, Jane, look at a man. Deuxième relation prédicative, who seem angry. D'accord? Puisque effectivement, who est ici sujet de la proposition subordonnée. Mais comme vous avez posé au préalable le point commun entre le groupe nominal objet de la première relation prédicative et le groupe nominal sujet de la deuxième relation prédicative, pour éviter la répétition, vous utilisez un pronom relatif qui va reprendre le groupe nominal qui le précède immédiatement pour rendre la structure beaucoup plus syntaxiquement agréable à entendre et à lire. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, je suppose que oui. Votre réponse. Ok, ça marche. Donc, la diapo suivante, c'est ce dont je vous ai déjà parlé. Une conjonction de subordination, ça met juste en relation deux propositions et ça va mettre en avant une hiérarchie. La première proposition principale sera hiérarchiquement plus haute que la proposition subordonnée. Alors que le pronom relatif va aussi servir de lien entre deux propositions, mais comme c'est aussi une proforme, ça va renvoyer à quelque chose, en l'occurrence le groupe nominal qui précède. D'accord? Et par définition, ça donnera la fonction du pronom relatif. Donc, concernant maintenant les types de pronoms relatifs que vous pouvez avoir. Là, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Les plus courants, c'est ceux qu'on vient de voir. That, zéro, which et who. D'accord? Et ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des adverbes relatifs. Ce ne sont pas des pronoms, mais des adverbes relatifs. Du style when, where, why, how, qui fonctionnent comme des pronoms relatifs, mais qui sont un petit peu particuliers, parce que ce sont des adverbes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas reprendre mot pour mot le groupe nominal qui les précède, mais ils vont reprendre le sémantisme, le sens général du groupe nominal. D'accord? Si vous prenez les exemples 58 et 59. Donc vous avez dans l'exemple 58 deux propositions indépendantes. I went to the museum et people were taking pictures at the museum.
ou bien there. Donc vous pouvez tout à fait dire ça, mais on va essayer de dire les choses un petit peu différemment et de meilleure manière. Et vous allez dire I went to the museum where people were taking pictures. Et cet énoncé est tout à fait correct. D'accord? Donc where est ici un adverbe relatif. Donc il est relatif, donc il fait le lien, la liaison entre les deux relations prédicatives. Mais vous voyez bien que stricto sensus, where ne reprend pas le groupe nominal the museum. Where va reprendre sémantiquement ce que recoupe le groupe nominal museum, c'est-à-dire un lieu. D'où le where. D'accord? Même exemple quand vous dites I went to the beach where people were taking pictures. Même chose. Where est un adverbe relatif qui sémantiquement reprend la notion locative de the beach. Mais c'est pas the beach en tant que groupe nominal plein. C'est ce que ce lieu représente. D'accord? Donc ça veut dire que ces adverbes relatifs, vous pouvez les utiliser à très bon escient. Et vous allez avoir différents types d'adverbes relatifs, de temps, de cause, de lieu. D'accord? Donc là sont les exemples 60 à 63. I remember the time when we fell in love. Ce qui correspond à I remember the time at which we fell in love. Et là, effectivement, at which reprend le groupe nominal the time. Et sémantiquement et syntaxiquement. Alors que quand vous dites I remember the time when we fell in love, ici, when ne reprend que la notion temporelle, comprise sémantiquement dans the time et comprise aussi dans une certaine mesure dans le verbe remember. 61. I know the reason why you misunderstood the instruction. Donc, même chose. I know the reason why. Là, effectivement, c'est la cause, the reason. Donc, notionnellement, c'est ça que vous mettez en avant. Mais ça correspond à dire I know the reason for which you misunderstood the instructions. Et auquel cas, for which, ici est un pronom relatif qui reprend le groupe nominal qui précède the reason. I saw the place where my parents first met. Même chose, the place, groupe nominal avec un contenu sémantique locatif, d'où l'utilisation de l'adverbe relatif where. Mais vous pouvez tout à fait dire I saw the place in which my parents first met. Auquel cas, ici, vous avez un pronom relatif qui reprend le groupe nominal the place. D'accord? Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que des pronoms relatifs, vous avez aussi des adverbes relatifs. Mais bien évidemment, les pronoms relatifs prototypiques que vous connaissez le mieux et avec lesquels vous avez le plus travaillé, c'est bien sûr that et zéro. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop cette petite partie pour les conjonctions de subordination, donc on peut regarder un petit peu là. Donc, c'est la diapositive 33. Ces deux opérateurs, avant de devenir des pronoms relatifs, c'était, effectivement, vous l'avez vu au semestre précédent, hein, c'était des déterminants en vieil anglais. D'accord? Donc, il y a eu une réanalyse. Donc, I know a great story that started with. D'accord? Ce that, c'est un démonstratif qui correspond effectivement sémantiquement, on le comprend, à a great story, mais à la base, c'était un déterminant qui, au fil du temps, au fil de l'évolution de la langue, a été réanalysé, donc c'est grammaticalisé pour devenir un opérateur grammatical, en l'occurrence ici un pronom relatif. D'accord? Ça va aussi pour zéro. Parce que si vous vous souvenez,
En vieil anglais, on pouvait avoir la présence du sujet, du verbe, mais comme on avait une désinence pour le temps et pour la personne sur le verbe, on pouvait, dans certains contextes, faire l'économie du sujet. Donc on avait 0. C'est ce que nous trouvons de nos jours en espagnol, en italien, par exemple. D'accord ? Oups. Concernant maintenant les autres types de pronoms relatifs, c'est-à-dire which, who, whose et les adverbes relatifs. À la base, ces formes-là, en vieil anglais, ce sont des pronoms interrogatifs. D'accord ? Comme en anglais contemporain. Et c'est à partir de la période moyenne anglaise, qu'on aurait dû étudier ce semestre, je suis désolée, qu'ils vont commencer à être utilisés comme pronoms relatifs. Donc, une fois encore, il va y avoir une réanalyse, et syntaxique et sémantique, de ces formes-là. On en déduit que très probablement, ces formes sont à la base des pronoms interrogatifs, puis sont devenus des pronoms interrogatifs indirects, pour devenir des pronoms indéfinis, et enfin terminer comme pronoms relatifs. Donc si vous regardez la diapo 34, ça vous donne un petit peu le cheminement. Who are you? I am asking who you are. Pronom indéfini. He who has a wise mind masters his life well. Donc ça, on le trouve encore. Et that man who has a wise mind is very happy in life. Donc voilà, il y a eu tout ce cheminement qui a duré quand même plusieurs siècles. Et c'est aussi pour ça que ça peut vous paraître un petit peu difficile en anglais contemporain. Voilà, c'est tout ce synthétisme qu'on a dans la langue anglaise, parce que voilà, il y a tous les arbres, toutes les forêts qu'on a planquées derrière en anglais contemporain, mais qui étaient présents en vieil et en moyen anglais. J'en suis à la diapo 34. Donc, petite question, peut-être. Oui, non, pas de question, d'accord. Donc, les propositions subordonnées relatives. Donc, ça, je ne vous cache rien, on l'a déjà répété. Ce type de proposition est introduite par un subordonnant. Ce subordonnant s'avère être un pronom ou un adverbe relatif. D'accord ? Si vous avez affaire à une subordonnée relative, ça va impliquer obligatoirement que cette subordonnée a une fonction syntaxique dans la proposition complexe. D'accord ? Donc la subordonnée relative a une fonction dans la proposition complexe, et le pronom relatif, le subordonnant, a lui aussi une fonction syntaxique, mais seulement au sein de la subordonnée relative. D'accord ? Là je vous dis ça, mais j'ai dû vous donner un exemple quelque part. Bon, on reprend. Jane was looking at a man who seemed angry. D'accord ? Donc ici, who seemed angry, sur un plan beaucoup plus large, c'est-à-dire au sein de la proposition, et complément du nom, a man. On est bien d'accord. Donc ça, c'est la fonction syntaxique de la subordonnée relative au sein de la proposition complexe. Maintenant, si on ne s'intéresse qu'à la subordonnée relative, who, le relatif, a une fonction aussi syntaxique au sein de la subordonnée relative, en l'occurrence ici, une fonction sujet. Donc bien évidemment, ça peut être une fonction sujet, une fonction objet, tout va dépendre, d'accord ? Là, l'exemple qui nous intéresse, c'est une fonction sujet, mais dites-vous bien, si vous avez affaire à une subordonnée relative,
le pronom relatif a toujours une fonction syntaxique. Donc moi, je vous demanderai toujours de me donner et la fonction syntaxique de la subordonnée au sein de la proposition complexe et la fonction syntaxique du subordonnant au sein de la subordonnée relative. Si vous n'êtes pas capable de me donner ces deux fonctions-là, et plus précisément la fonction du subordonnant, c'est que très vraisemblablement, vous allez avoir non pas une proposition relative, mais une complétive du nom. D'accord ? Mais bien évidemment, si c'était que ça, ce serait d'une simplicité à toute épreuve et ce ne serait pas intéressant. Alors, tout au moins de mon point de vue, ou tout au moins plus généralement de notre point de vue à nous, linguistes. Parce que, bien évidemment, la question que vous aurez à vous poser le jour de l'examen et pendant qu'on fera les CMTD de syntaxe, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que j'ai affaire à une complétive du nom ou à une subordonnée relative? Et si c'est une subordonnée relative, vous trouvez déjà ça un petit peu compliqué. Je suis désolée, Garance. Mais est-ce que c'est à peu près compris ce que je viens de vous dire? Ou est-ce qu'il y a besoin que je répète des choses? Bon, oui, avec ça, je vais pas aller loin. Hein. Bof. Alors, vous ne comprenez pas ce qu'est une complétive. D'accord. Donc, on va refaire un petit point sur... Oui, mais après, Garance, je peux me permettre de répéter, ça ne me pose pas de problème. Hein. Alors, une complétive. Donc, si on fait un petit peu de morphologie, une complétive, c'est quelque chose qui va compléter une autre chose. D'accord? Une proposition qui va compléter une autre proposition. Alors qu'une subordonnée relative, elle ne complète rien. Elle est relative à quelque chose. Et en règle générale, une proposition subordonnée va apporter un complément d'information à quelque chose qui existe déjà. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Donc la complétive va compléter soit un nom, soit un verbe. Et la subordonnée relative va apporter une information supplémentaire, généralement à un groupe nominal qui la précède. Donc voilà, c'est la différence majeure entre complétive et relative. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez affaire à une complétive, la proposition qui précède ne peut pas exister toute seule. Alors, ça va dépendre. Si on reprend l'exemple the idea that cows could fly is ridiculous, vous pouvez dire the idea is ridiculous. C'est tout à fait possible. D'accord? Alors, pour la relative, si vous pouvez tout à fait avoir le... Alors, faites attention, on ne va pas parler de déterminant 0 ici, Garance. Là, on va parler de pronom relatif 0. D'accord? Faites bien attention à ça. 0, c'est soit un déterminant, mais auquel cas il faut que ce soit obligatoirement suivi d'une tête nominale, ou bien c'est un pronom relatif. D'accord? Alors, quand vous avez une relative, cette relative est soit introduite par that, soit introduite par 0, soit introduite par un autre pronom relatif, who, which, what, ou bien un adverbe relatif, where, when, why. D'accord? Et ça veut tout simplement dire aussi, excusez-moi, je vais faire du bruit. Ça veut aussi dire aussi que ces petits mots introduisent une proposition et qu'il faudra, en préalable à toute analyse, que vous me montriez en quoi la proposition qui nous intéresse est une proposition complexe.
ça veut dire qu'il va y avoir deux propositions. Une qui va être imbriquée dans la première proposition. Mais ça veut surtout dire que si vous avez affaire à deux propositions, vous avez obligatoirement deux verbes. Soit de forme finie, soit de forme non finie. Alors bien évidemment, sur les deux propositions, il y a au moins une proposition avec un verbe de forme finie, c'est-à-dire conjugué. Et il peut y avoir une autre proposition avec un verbe de forme non finie, d'accord ? Soit une marque aspectuelle, soit une infinitive introduite partout, ce genre de choses. Mais ça implique que vous avez deux propositions, c'est-à-dire deux verbes. Et après, reste à définir comment ces propositions s'articulent l'une par rapport à l'autre. Est-ce qu'elles sont sur le même niveau ? Auquel cas vous avez affaire à une principale et une subordonnée relative, ou est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les deux, auquel cas vous avez affaire à une proposition principale et une proposition complétive. D'accord ? Est-ce que jusque-là ça va ? Est-ce que c'est un peu plus clair dans vos esprits la différence entre complétive et relative ? Et surtout ce que ça recoupe ces deux termes. Ça a l'air d'aller ? Il y a un Très petit bien. décalage, donc ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, donc déjà pour les complétives, on a vu qu'il en existait deux types. Je vous en prie, les complétifs du verbe et les complétifs du nom. D'accord ? Donc là, c'est juste ceux qui précèdent. Hein, quand vous avez une complétive du verbe, vous ne dites pas I suggested et vous ne vous arrêtez pas là. D'accord ? C'est toujours I suggested something. Donc, I suggested that, blablabla, blablabla. Auquel cas, vous avez affaire à une complétive du verbe. Maintenant, pour les subordonnées relatives, il en existe, malheureusement pour vous, plusieurs types. Et on va essayer de voir comment ça fonctionne. D'accord ? Donc, quand vous êtes arrivé à définir que vous aviez affaire à une subordonnée relative, avec tous les petits tests que j'ai pu vous donner et puis qu'on reprendra la semaine prochaine, on fera des manipulations, il faudra arriver à définir si vous avez affaire à une relative adjectivale ou une relative nominale. D'accord ? Celle que vous maîtrisez le plus et celle que vous connaissez le plus, parce que c'est celle que vous avez travaillé le plus, c'est la relative adjectivale. Alors, pourquoi appelle-t-on ça une relative adjectivale ? Parce que elle complète un nom. Elle apporte une information supplémentaire à un groupe nominal. Et en termes syntaxiques, l'opérateur qui normalement apporte un complément d'information à un groupe nominal, c'est généralement l'adjectif. D'accord ? Donc là, j'en suis à la diapo 36. Exemple 67. I saw a balloon which was floating in the sky. Alors, ici, on a affaire à une relative adjectivale. Alors déjà, pourquoi avons-nous affaire à une relative ? Ça va être assez simple. C'est que cette proposition est introduite par which. Et on a vu que which ne pouvait pas introduire une proposition complétive. D'accord ? Une complétive, c'est que that ou zéro. D'accord ? Pas d'autre chose. Donc si c'est ni that, ni zéro, mais que c'est autre chose, il y a de très très fortes chances pour que ce soit une relative. D'accord ? Autre test, comme ça permet de faire un petit peu des manipulations. Donc déjà, vous avez which. Alors effectivement, vous pouvez dire I saw a balloon that was floating in the sky, ça fonctionne. D'accord ? Mais là, ça ne vous aide pas énormément, puisque vous savez que that peut aussi être une conjonction de subordination introduisant une complétive. Donc là, je vous ai dit que, obligatoirement, quand vous aviez une proposition subordonnée relative, ça voulait dire que vous aviez une proposition complexe. C'est effectivement le cas ici.
Vous avez une première proposition dans laquelle vous avez le verbe see. I saw a balloon. Et vous avez une seconde proposition où vous avez le verbe be, avec une marque aspectuelle. C'est le verbe float, mais voilà, vous avez une marque aspectuelle avec le temps sur l'auxiliaire be. Donc de fait, vous avez deux verbes, see et float. Donc vous avez deux propositions. Et tout ça, ça représente une proposition complexe. Ensuite, qu'est-ce qui vous permet de dire que vous avez ici affaire à une relative? Et vous décortiquez. En gros, là, vous allez faire réapparaître les deux relations prédicatives. Et pour les deux relations prédicatives, vous allez faire apparaître les deux sujets. Donc pour la première, pas de problème. La première relation prédicative, I see a balloon. Deuxième proposition, donc notre relative, which was floating in the sky. C'est quoi qui flotte dans le ciel? C'est bien the balloon. Be floating in the sky. Et pour éviter la répétition, on a utilisé un pronom relatif, donc une proforme qui va remplacer le groupe nominal qui précède. D'accord? Donc de ce fait, vous savez que which was floating in the sky est une proposition relative. Ensuite, je vous ai expliqué aussi que la proposition relative avait une fonction syntaxique au sein de la proposition complexe. Et c'est le cas ici. I saw a balloon which was floating in the sky. Vous pouvez très bien dire I saw a balloon in the sky. Donc ici, c'est un circonstanciel de lieu. On est bien d'accord. Donc ça, c'est la fonction syntaxique de la proposition relative dans son ensemble. On a aussi dit que si nous avions affaire à une proposition relative, le subordonnant, le pronom relatif, avait une fonction syntaxique. Et ici, la fonction syntaxique de which, puisqu'il remplace le groupe nominal objet de la précédente proposition, ça veut dire que dans la proposition relative, il a fonction de sujet. D'accord? Avec tous ces éléments, vous venez de mettre en avant que which was floating in the sky est bien une proposition relative. On a déjà fait une grosse partie du travail. Maintenant, effectivement, pourquoi avons-nous dit que cette proposition relative était une relative adjectivale? Parce que cette proposition, vous pouvez la remplacer par un adjectif. I saw a red balloon. Ou bien I saw a floating balloon, si tant est qu'il y ait des sinking balloons. D'accord? Mais voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est une relative adjectivale. Parce que cette relative peut être remplacée par un adjectif. D'accord? Gardez ça en tête aussi. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc pas de retour, ça veut dire que oui? Faut attendre 10-15 secondes. Ouais, donc on va attendre, il n'y a pas de problème. Je vous demande de réfléchir à bientôt 10h le soir, donc je comprends tout à fait que ce soit pas classe. C'est compliqué. Oui, non, d'accord. Déjà que c'est compliqué en temps normal, à des heures ouvrées tout à fait normales. Je peux redonner un exemple, oui, si vous voulez. The man who is crossing the street is my father. Donc là, c'est au sein d'un groupe nominal, donc c'est plus simple encore. Donc, the man who is crossing the street is my father. Donc, who is crossing the street est une proposition relative. Cette proposition relative peut être remplacée par un adjectif. The big man is my father. D'accord? Donc ici, syntaxiquement, c'est un complément du nom. Et si on regarde maintenant le subordonnant au sein de la proposition relative,
The man who is crossing the street is my father. Who est sujet de la proposition is crossing the street. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que c'est un peu plus clair, tout au moins? Sinon, je vous donnerai d'autres exemples mardi, il n'y a pas de problème. Je vais vous gâter dès que je vais vous revoir en vrai. Super. Ouais, mais ça, c'est ce que vous dites maintenant. Vous allez voir que je vais vous faire souffrir un petit peu quand même. Hein. Ah, c'était ironique, je vous Oui, rassure. je le sais bien, moi aussi. Très bien, Iman. Alors, donc, ça, ce sont les relatives adjectivales. Et je vous ai dit que, voilà, on pouvait aussi trouver et mettre en avant une différence entre une relative adjectivale et une relative nominale. D'accord? Genre à manger, comment ça, genre à manger? Ah, je pense qu'elle parlait des choses que vous alliez Ah ramener. oui, non, mais on fera un goûter, là. Ça, c'est, on le fera, c'est promis. Ah, tu vas manger le Et goûter vous allez et manger également linguistiquement, la oui, vous linguistique. allez... Et là, peut-être que vous aurez une indigestion assez rapidement. Alors, donc, effectivement, on a des relatives adjectivales, on a aussi des relatives nominales. Alors, ces relatives. Pourquoi appelle-t-on ça des relatives nominales? C'est parce qu'elles vont avoir la même fonction. Mais non, Yasmine, vous allez voir, ça va très bien se passer. Ça va être juste un mauvais moment à passer, puis après c'est bon. On appelle ça des relatives nominales parce qu'elles vont avoir le même rôle qu'un groupe nominal. Donc, soit une fonction objet, soit une fonction sujet. D'accord? C'est l'exemple 68. What you see is what you get. What you see est une proposition relative. What you get est une seconde proposition relative. Et vous voyez que la première proposition relative est sujet, la seconde est objet. What you see is what you get. On a une structure attributive, d'accord? Mais peut-être que vous avez, dans une vie antérieure, entendu parler des relatives à pardon, 1, 2, 3, je recommence. Vous avez entendu parler des relatives à antécédents fusionnés. Peut-être. Mais il y a longtemps alors. Hein. On va dire, si ça remonte pas à la L1, ça remonte bien au collège. Mais Parce le que c'est là où collège, on ferait vraiment de la grammaire en ces termes-là, parce qu'au lycée, on considère que vous savez écrire. Puis on continue pour vous préparer au bac. Hein. D'accord? Voilà. What you see is what you get. Dans cette structure-là, what you see est une relative à antécédent. Oui, dans une vie antérieure, c'est bien ce que je disais, ouais. What you see est une relative à antécédent fusionné et what you get est aussi une relative à antécédent fusionné. Qu'est-ce qu'on entend par relative à antécédent fusionné? Ça veut dire qu'il existe un antécédent mais qu'il n'est pas visible, ou tout au moins qu'il est inclus dans le WH, dans what, de what you see, et dans le what, de what you get. C'est la glose que je vous ai donnée entre parenthèses. The things that you see are the things that you get. Ou bien the thing that you see is the thing that you get. C'est ça l'antécédent fusionné. C'est quand vous faites réapparaître l'antécédent. Donc c'est un antécédent générique du style thing, d'accord? Mais là vous voyez bien, vous avez the thing, le groupe nominal, le pronom relatif that you see et la proposition relative derrière. Sauf qu'on ne va pas utiliser the things that you see is the thing that you get, mais bien what you see is what you get. C'est ça l'antécédent fusionné, d'accord? Donc si vous voulez mettre en avant le fait que ici vous avez affaire à des relatives nominales et qu'il y a un WH, peut-être vous allez vous dire c'est une relative à antécédent fusionné pour être bien sûr par acquis de conscience parce que maintenant je deviens un linguiste hors pair et j'aime aller au fond des choses. Quand bien même vous n'aimez pas, je vais vous forcer à aller au fond des choses. Vous faites réapparaître la glose. The thing that you see is the thing that. D'accord? Est-ce que jusque-là c'est bon? Donc c'est vrai qu'on y reviendra, c'est relative à antécédents fusionnés, donc c'est relative nominale. Mais nous, dans un premier temps, on va se focaliser sur les relatives adjectivales. Parce qu'on a déjà pardon, un petit peu de travail là-dessus.
est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on continue encore un peu de syntaxe ou est-ce qu'on s'arrête là-dessus pour voir les différents types d'adjectival la semaine prochaine? D'accord, ça marche. Le cri du cœur. Ouais. Très bien, donc on reprend ça mardi. D'accord? Allez, on va faire. Grammaire. Bon, Très bien. je vais mettre les diapos. Je vous en supplie, oui, non, c'est pas nécessaire, on va faire de la. Mais vous voyez, moi, mon heure, elle est passée vachement rapidement. Peut-être pas pour vous, mais pour moi, ça a été très très vite. Comme à chaque fois que je fais de la syntaxe ou de la grammaire avec vous. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant this et that? Non, d'accord. Donc je vais directement à Sam. Ou pas? Pardon? Je vais directement aux diapositives de Sam. Oui, sur ça, mais excusez-moi, je me mouchais en ce moment, donc je ne vous ai pas Ouais, entendu. pas de souci. Donc effectivement, on va directement à Sam. Alors, j'aimerais que pour Sam, vous alliez directement à la diapo 27. Oh, merci Laura, ça me fait plaisir ça. Vous voulez pas faire grammaire plus tard quand vous serez grande, non? Vous voulez pas passer du côté obscur de la force et devenir enseignante à la fac? Ce serait chouette. Ouais. Oh, c'est tout mimi. Je sais pas, faut pas me faire des déclarations comme ça, parce que moi, je me dis chouette. Non, Sylvie Grand, bah, c'est très bien aussi. À la fac aussi? Vous prévoyez de faire une thèse? C'est bien ça. Juste au passage, hein, vous en avez encore pour quelques années, vous le savez ça. D'accord. Mais ça va être que du bonheur. Ah ben avec grand plaisir, Kevin. À Reims ou ailleurs, mais ce sera avec grand plaisir. Et là, vous serez obligé de me tutoyer, ça va faire bizarre. Hein. Alors, mais Yasmine, vous pensez quoi? Quand on est prof à la fac, on reste étudiant. Hein. Certes, on a un peu plus de responsabilités, mais c'est aussi pour ça qu'on fait une thèse, hein, pour continuer à apprendre des choses. Et puis dites-vous bien, quand on est devant vous, même si on fait cours, on apprend des choses encore. Parce que vous nous posez beaucoup de questions. Alors, comme précédemment, je ne vous fais pas le petit topo sur les différentes natures de somme, je vous laisse lire ça tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez et puis on verra tout ça. Alors, donc on va regarder les exemples 16 à 21. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas, les espèces d'acronymes que vous avez entre parenthèses, à la fin de chaque exemple, ce sont les... je ne sais pas pourquoi moi je l'ai mis, parce que vous n'êtes pas forcé de connaître ça. Ce sont les œuvres dont j'ai tiré les exemples. Donc, TA, c'est The Air Affairs, c'est de Jasper Ford. Et dans un tout autre genre, c'est TCOC, c'est The Call of Cthulhu de Lovecraft. Ah. Voilà, ben oui, mais il faut bien que je vous fasse partager aussi mes lectures. Donc on a deux types de lectures totalement différentes, mais avec lesquelles, voilà, Oui, aussi, c'est vrai. Il y a aussi ça. Ben, à ce moment-là, vous ramènerez les scones. D'accord? Ou je ferai un effort. Ben oui, voilà, ça, Cthulhu, vous aimez bien aussi, ouais. À ce propos, sur la PS4, il y a un très bon jeu qui s'appelle Call of Cthulhu, qui est absolument... Oui. où je me fais les frayeurs toute seule.
sera filmé, ça. Ah ben surtout quand il y a ma fille qui débarque, s'est réveillée, maman, je fais un bond de 3 mètres sur le canapé, on est d'accord. Ben, c'est soit ça, soit j'ai aussi le jeu Alien, Isolation, où je me fais bouffer de manière assez régulière pour l'instant. Donc je sais qu'il est là, mais ça me fait sursauter à chaque fois pareil. Donc voilà, ça change de Zelda et de Kirby de temps en temps. Ah oui, ah, ça je vois bien, ouais. Oh, ils ont l'air sympas les scones. Miam. Vas-y. Yasmine, Alors. si tu veux, après je ferai un let's play sur Zelda. Alors, si on regarde les exemples. Alors, je vous les ai mis deux par deux. I've got some repairs to do. In a tour of Greenland and Iceland in search of some runic inscriptions. Donc là, je vous ai donné ces deux premiers exemples parce qu'on avait some déterminant plus groupe nominal à la forme plurielle. D'accord? Ensuite, Mrs. Fairfax at Rochester, this is Miss Next. Donc, I want you to fetch her some food and have a bed made ready. Donc, en d'autres termes, les deux premiers exemples, c'est des noms dans la catégorie de fonctionnement et la catégorie A. D'accord? Dénombrable. Donc, alternance, singulier, pluriel. L'exemple 18 et 19, ce sont des noms... De A. Tout à fait, qui relèvent de la catégorie de A. Donc, some food et some coffee. Sorry. Et pour les exemples 20 et 21, ce sont des noms relevant de la catégorie de fonctionnement de B. I was expected to go over his paper with some thoroughness, but sought with some subtlety to draw him out. D'accord? Alors, some est un déterminant. D'accord? Ça pose pas de problème. Vous savez ce que sémantiquement some recoupe. D'accord? Mais on va aller un petit peu plus loin que ça, notamment pour donner soit une valeur qualitative, soit une valeur quantitative à cette détermination some. Et pour donner la valeur quantitative ou qualitative de some, il faudra que vous regardiez à quel type de nom vous avez affaire. Quelle est la catégorie de fonctionnement du nom qui est déterminée par some. Donc cette première diapo, la 28, je vous ai donné des gloses. D'accord? En d'autres termes, ce que some implique quand vous l'avez dans ces contextes-là avec tel type de nom. Donc some, ce sera toujours a certain. D'accord? C'est ce qu'implique some. Sémantiquement, c'est toujours a certain something. Si vous avez un nom qui relève de la catégorie de fonctionnement 1, ce sera a certain number of. Donc en l'occurrence ici, repairs ou bien inscriptions. Si vous avez un nom qui relève de la catégorie de fonctionnement 2A, ce sera quantity, a certain quantity of. Pour ce qui nous intéresse, food et coffee. Et enfin, pour des noms qui relèvent du fonctionnement 2B, ce sera a certain degree of thoroughness, subtlety. Donc, ça, c'est une première partie de la glose. Je vous donnerai la fin de la glose un petit peu plus tard, d'accord? Mais là, gardez en tête que lorsque vous aurez à analyser some, donc vous faites toujours pareil, une description du groupe nominal. Donc, some repairs to do, c'est détermination plus n plus marque de nombre pluriel. Et donc, le déterminant, c'est some. Vous avez un nom qui aura du fonctionnement 1, donc vous allez gloser par a certain quantity of. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez mettre en avant cette glose-là, ça va vous donner la valeur de some. Quand vous dites a certain number of repair ou bien a certain quantity of food, vous mettez en avant prioritairement une valeur quantitative de some. Alors que quand vous glosez en disant a certain degree of thoroughness or certainty,
Ici, vous mettez en avant une valeur qualitative, puisque c'est degree. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va opposer la valeur qualitative à la valeur quantitative et inversement. Et cette valeur qualitative ou quantitative sera mise en avant par par la tête nominale elle-même. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on utilise sum? Quand vous utilisez l'opérateur sum, ça implique obligatoirement que vous avez déjà posé l'existence du référent de la tête nominale. Quand vous dites I've got some repairs to do ou I can see some runic inscriptions on the wall, le référent, pardon, le référent de repairs et le référent de inscriptions a déjà été posé. D'accord? On a déjà validé l'existence de repairs et de inscription. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez validé l'existence de repairs et d'inscriptions. Et vous, énonciateur, à partir de cette assertion d'existence, donc vous avez asserté, puisque vous avez une marque de pluriel, qu'il y avait un certain nombre de repairs et un certain nombre d'inscriptions. Donc, vous, énonciateur, vous allez effectuer un prélèvement. D'accord? Peut-être qu'on le verra en fac d'anglais. Il est petit ou il y a déjà... Non, il n'est pas petit. Hein. Ah, d'accord. Sinon, vous commencez tôt, auquel cas ce serait super. Mais bon, je suis ravie que ça lui plaise. Hein. Bon, je pense que c'est juste un amusement pour l'instant. S'il devait subir ça toutes les semaines, peut-être que ça changerait. Ouais. Alors, d'accord, donc, on a déjà prédiqué l'existence, d'accord? On a déjà asserté l'existence du référent de la tête nominale au pluriel. Et à partir de ça, on va effectuer un prélèvement, d'accord? Et ce prélèvement, c'est ce qu'on appelle une opération d'extraction multiple. Comme on a un nom à la forme plurielle. On a un morphème de pluriel, d'accord? Donc, on a une extraction multiple. Ça, c'est pour les noms qui relèvent du fonctionnement 1. On parle d'extraction multiple. Pour les noms qui relèvent du fonctionnement 2A, on va plus parler de prélèvement. D'accord? Puisqu'ils sont quantifiables, mentionnables, mais ils ne sont pas. Mais dans tous les cas, dès que vous avez l'opérateur sum, que le nom relève du fonctionnement 1, 2A ou 2B, ça implique obligatoirement que vous avez posé l'existence du référent de la tête nominale, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, nom qui relève du fonctionnement 1 et nom qui relève du fonctionnement 2A, extraction multiple pour ceux qui relèvent du fonctionnement 1, prélèvement pour ceux qui relèvent du fonctionnement 2A, mais pour ces deux types de noms, avec l'opérateur sum, vous donnez une valeur quantitative. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Ouais. Bon, il a au moins pour un, ça va. Qu'en est-il des autres? Alors. De mon côté aussi, d'accord. Sur le chat, j'ai quelqu'un qui dit MDR, donc je ne sais pas si c'est par rapport à la voix de Julien Lepers qui est apparue. Je ne pourrais pas dire. Mieux que la syntaxe. Ouais. C'est tout à fait différent. C'est pas la même chose. C'est ça. On croirait que ça découle plus facilement. C'est parce que ce sont des notions que vous maîtrisez beaucoup mieux, même si Oui. vous ne les avez pas formalisées.
Puis de toute façon, dès qu'on fait de la syntaxe, il faut que vous vous interrogiez sur le pourquoi du comment fonctionne une phrase et ça vous pose toujours problème. On en revient encore aux difficultés que vous pouviez avoir et que vous aurez peut-être encore entre définir ce qu'est une fonction, ce qu'est une nature. On en revient toujours à ça. Mais ça va venir, ça va venir. Ah d'accord, ouais, j'avais pas vu le Julien Lepers là, ok. Ah, d'accord. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, donc maintenant j'aimerais que vous regardiez les exemples 22 et 23. Parce que malheureusement pour vous, quand vous aurez à analyser SOM, notamment avec pas notamment avec tout type de nom, quoi, tout au moins des noms relevant de la catégorie de fonctionnement 1 au pluriel, pas au singulier, parce qu'on verra que c'est encore autre chose. Mais voilà, dès que vous avez, comme dans l'exemple, I am so tired, I'd like some coffee. Can I have a cup of coffee with milk, please? Dans un coin de la tête, il faudra toujours que vous fassiez le parallèle avec I am so tired, I'd like coffee. Can I have a cup of coffee with milk, please? D'accord? Vous n'y réchapperez pas. Et quand bien même vous n'y penseriez pas, moi, malheureusement, je vous y ferai penser. D'accord? Parce qu'on est bien d'accord qu'on a la même tête nominale, une détermination différente, mais c'est assez proche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Donc là, c'est pour vous montrer qu'il y a effectivement une opposition entre une valeur quantitative et une valeur qualitative. Avec I am so tired, I'd like some coffee, du fait que vous avez some, vous savez que vous mettez en avant la glose a certain quantity of coffee. Donc, vous mettez en avant une valeur quantitative. D'accord? Mais cette quantité, vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas la préciser. D'accord? Ou tout au moins, vous la précisez dans le contexte à droite. Can I have a cup of coffee? D'accord? Alors que dans l'exemple 23, I am so tired, I'd like coffee, vous n'avez plus cette valeur quantitative aussi marquée qu'avec some. Comme je vous l'indique dans le transparent, vous avez un travail en deux temps. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail en deux temps avec some. Le premier temps du travail avec some, c'est que vous avez posé l'existence du référent de la tête nominale. D'accord? C'est ce que vous signifiez à votre co-énonciateur quand vous dites I'd like some coffee. Alors que quand vous dites I'd like coffee, qu'est-ce que vous faites? D'abord, le premier travail, c'est que vous assertez l'existence de la nature du breuvage. C'est coffee opposé à tea ou à water ou beer ou milk ou whatever. D'accord? Et une fois que vous avez posé la nature de la boisson en question, seulement à ce moment-là, vous essayez de donner à votre co-énonciateur la quantité précise de la boisson en question. Mais ça veut dire surtout que quand vous définissez la nature du breuvage, la nature de la boisson, vous êtes tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Alors qu'avec some coffee, qu'est-ce que vous faites? Comme vous avez asserté l'existence du référent de la tête nominale coffee, vous avez déjà défini la nature de la boisson. Vous ne revenez pas dessus. Alors qu'avec 0, vous définissez en même temps que vous posez l'existence, la nature et la quantité du breuvage. D'accord? Et bien évidemment, dans le contexte à droite, quand vous dites I'd like coffee, donc vous déterminez la nature de la boisson et vous vous dites bon, ben, j'aimerais bien quelque chose quand même. J'ai déterminé la nature, donc j'ai déterminé la valeur qualitative. Maintenant, j'aimerais avoir une valeur quantitative. Sauf que cette valeur quantitative n'apparaît que dans le contexte à droite. Can I have a cup of coffee? D'accord? C'est la différence entre les deux. Le travail mental est légèrement différent. C'est en cela que, en termes linguistiques, on dit que some est une quantification secondaire. Alors pourquoi
est-ce une quantification secondaire? Parce que vous avez déjà posé l'existence du référent de la tête nominale et vous avez déjà posé l'existence d'une certaine quantité de ce référent. D'accord? Donc, l'assertion d'existence, c'est la quantification primaire. Et la quantification primaire, dans l'exemple que je vous ai proposé, c'est 0. D'accord? Ça, c'est la quantification primaire. Et la quantification secondaire, comme vous avez déjà posé l'existence du référent de la tête nominale et par voie de conséquence d'une quantité de cette référence-là, vous allez effectuer un prélèvement ou une extraction multiple à partir de cette assertion d'existence. C'est en cela qu'on appelle ça une quantification secondaire. Vous avez fait une... D'accord. Est-ce que ça va là? Est-ce que dans le chat ça va? Oh. Right. Donc, vous gardez ça en tête. Sum, c'est toujours une quantification secondaire. D'accord? Parce que vous avez posé l'existence du référent de la tête nominale au préalable. Alors, c'est pas nécessaire, comme on peut voir avec le fléchage ou avec d'autres... donc, avec the, this ou that, il n'est pas nécessaire pour vous, lors de l'analyse, que vous me montriez où se trouve le référent de la tête nominale dont vous avez posé l'existence. D'accord? C'est pas nécessaire du tout. Dès qu'on utilise sum, ça implique obligatoirement qu'on a posé l'existence du référent. Pas besoin d'aller le chercher. D'accord? Bon, s'il est dans le contexte, vous pouvez toujours me dire, ben voilà, il est là, mais s'il n'est pas là ou si vous l'avez loupé mais qu'il est là, c'est pas grave si vous ne le mentionnez pas. D'accord? Donc là, ce que vous devez garder en tête, c'est que vous avez votre quantification secondaire et que lorsque vous utilisez sum avec des noms qui relèvent du fonctionnement 1 au pluriel ou du fonctionnement 2A, vous allez donner à sum une valeur quantitative, prioritairement. D'accord? On en vient maintenant aux deux derniers exemples que je vous ai donnés. I was expected to go over his paper with some thoroughness, but sought with some subtlety to draw him out. Donc la glose, a certain degree of thoroughness, a certain degree of subtlety. Donc comme je vous l'ai mentionné, avec degree, vous avez affaire à une valeur qualitative de ça. D'accord? Alors, pour thoroughness, vous savez que c'est un nom qui relève du fonctionnement de B. Ça pose pas de problème. Donc, vous allez obligatoirement donner une valeur qualitative à ça. Mais c'est vrai que pour subtlety, dans ce contexte-là, c'est un nom qui relève du fonctionnement de B, mais vous savez aussi que des noms relevant du fonctionnement de B peuvent d'abord avoir une entrée dans le dictionnaire comme étant un nom quantifiable, dénombrable et donc relevé du fonctionnement 1. C'est le cas de subtlety. D'accord? On peut dire some subtleties avec un pluriel. Alors pourquoi, malgré ce fait qu'on peut utiliser une forme plurielle pour subtlety, pourquoi allons-nous néanmoins donner une valeur qualitative à some ici? C'est parce que le nom, la bonne blague, est au singulier. Mais qu'est-ce que ça implique que ce nom soit au singulier et donc relève du fonctionnement de B? C'est qu'on appelle ça une quantification saturée. Donc on fait référence à une entité, une unité, un sécable. D'accord? C'est, comme vous aimez le dire, l'unité en général, l'entité en général. D'accord? Donc il n'y a pas de quantification secondaire. On pose l'existence du référent de la tête nominale, ça ne change pas, mais on n'effectue pas d'extraction multiple à partir de ces référents. D'accord? Donc, vous avez une valeur quantitative de somme quand les noms relèvent du fonctionnement 1 au pluriel ou 2A,
et vous avez une valeur qualitative de sum quand vous avez des noms de fonctionnement 1 au singulier ou des noms de fonctionnement 2b. D'accord? C'est tout à fait ce que vous dites et ce que vous faites quand vous proposez l'exemple. Je vais vous prendre un exemple, Pierre-Alexandre, puisque c'est vous le modérateur. Pierre-Alexandre is some dancer. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous voulez, hein, mais... Donc là, on est bien d'accord que dancer est un nom qui relève du fonctionnement 1. Et dans cet exemple-là, dancer est au singulier. Donc vous allez obligatoirement mettre en avant ici les qualités de danseur de Pierre-Alexandre et non pas un danseur parmi d'autres. D'accord? Puisque pour vous, voilà, is some dancer, c'est un peu comme le centre organisateur qu'on a vu au semestre précédent. C'est vraiment un sacré danseur. Donc là, vous mettez en avant les propriétés qualitatives. Quand bien même vous avez un nom qui relève du fonctionnement 1 et que normalement, vous devriez avoir une valeur quantitative. Mais ce n'est pas la valeur quantitative qui prévaut ici, c'est bien la valeur qualitative. Oui aussi, bon, c'était pas forcément pour ça, mais... c'est pas mal ça aussi, ouais. Bon, ben Pierre-Alexandre, vous faites comme Monica dans Friends alors, la semaine prochaine? Alors, bien évidemment, ça, c'est la théorie. En pratique, vous allez vous rendre compte que de faire la différence entre une valeur qualitative et une valeur quantitative, c'est pas aussi simple que ça, et que malheureusement, comme pour beaucoup d'opérateurs dans la langue anglaise et puis dans les autres langues aussi, vous pourrez avoir et une valeur qualitative et une valeur quantitative. D'accord? Ce ne sera pas à 100% quantitatif, ce ne sera pas à 100% qualitatif. D'accord? C'est l'exemple 26, diapo 33. Some books are more interesting than others. Donc, si on s'en tient à ce qu'on vient de dire et qu'on fait la description, some books, déterminant plus tête nominale plus marque de nom pluriel, book étant un nom qui relève du fonctionnement 1, on en déduit que some, dans ce cas précis, on a posé l'existence du référent de la tête nominale books, on a effectué une extraction multiple au sein d'une classe, d'accord, pour mettre en avant une certaine quantité de, donc, a certain quantity of books. Donc effectivement, vous pouvez dire, bien, dans cet exemple, avec ce que je viens de dire, de mettre en avant, some books, some a une valeur quantitative. Sauf que dans l'exemple que je vous ai donné, je vous ai mis en place une comparaison. More interesting than others. Ça veut dire que si vous mettez en place une comparaison pour cet exemple-là, vous ne mettez pas en avant que la valeur quantitative de somme, mais bien aussi la valeur qualitative, puisque vous allez comparer un certain nombre de livres à d'autres livres. Mais bien évidemment, vous n'allez pas comparer des livres à d'autres livres en termes numéraires. Mais vous allez comparer ces livres-là en termes de contenu, en termes d'idées, donc en termes qualitatifs. D'accord? Effectivement, c'est l'opposition que vous allez faire entre some books et others. D'accord? Donc, différence de nature, de type, des gros, des petits, des écrits en français, des pas en français, des en chinois, des en elfe, des grammaires, des pas grammaires. D'accord? Mais vous voyez que vous avez et la valeur qualitative et la valeur quantitative pour ce même exemple. Donc, si jamais vous tombez là-dessus le jour du DM, voilà, vous mettez ça en avant. Vous m'expliquez, ben voilà, on a une structure un petit peu particulière du fait qu'on met en place une comparaison. Donc, effectivement, la comparaison ne va pas se faire que sur du quantitatif. Et auquel cas, ben, vous m'expliquez, voilà. Effectivement, on a un nom qui relève fonctionnement 1 au pluriel, donc on s'attend à mettre en avant la valeur quantitative de somme, mais comme il y a comparaison de mise en place, la comparaison se fait sur des aspects qualitatifs, donc somme a aussi une valeur qualitative. Et je ne vous demande pas plus que ça. D'accord? Donc vous allez voir que quand on fera les TD, on va se répéter assez facilement. Mais voilà, repetition makes perfect.
as usual, d'accord? C'est comme practice. Est-ce que jusque-là, ça va? Bien. Et donc là, effectivement, je vous propose un exemple que c'est Salinger qui l'a écrit, donc c'est toujours mieux que ce que moi je peux écrire. The blonde was some dancer. She was one of the best dancers I ever danced with. Alors, là, faites attention. Quand vous lisez cet exemple-là, même dans vos têtes, il va falloir que vous accentuiez some. Et du fait que vous allez l'accentuer, il faut à tout prix que some ce soit une forme forte. On ne dit pas some, some. Hein, le petit chevron. Hein, normalement, la phonétique, maintenant c'est bon? Vous êtes tous des phonéticiens parfaits? Aguerris? Non. Si. Je vais le dire à Madame Brion. Donc là, il faut que ce soit un some accentué. D'accord? Donc du fait que 1, vous avez une accentuation sur some, ça veut dire que vous signifiez à votre co-énonciateur que vous ne mettez pas en avant la quantité, puisque c'est un danseur, The Blonde, ou bien Pierre-Alexandre, mais que vous mettez bien en avant ses qualités de danseur. Et c'est ce qui vous est signifié par Salinger derrière. She was one of the best dancers I ever danced with. D'accord? Et on revient au petit terme qu'on a utilisé avec The au semestre précédent, c'est un centre organisateur. C'est à partir de ce référent-là, de ce danseur-là qui a toutes les qualités, que vous allez pouvoir comparer tous les autres. Et tous les autres, bien évidemment, ne lui arriveront pas à la cheville. D'accord? C'est comme le centre organisateur, quand vous dites Shelley is the poet. Ah, c'est pas mal ça aussi. Avec les petites breloques, là, c'est pas mal, ouais. Je sais pas où vous trouvez tous ces trucs-là. Moi, faut dire, je passe pas mon temps devant ce genre de choses non plus, donc... Ah, c'est sympa, c'est sympa. Je vais m'entraîner comme ça. D'accord, bah, vous avez de quoi faire, là. Hein, plusieurs pas de danse possibles. Bon, là, peut-être qu'il faut une perruque, alors. Hein, à moins que vos cheveux aient poussé de manière significative pendant ces 8 semaines. Non, je ramènerai une perruque. D'accord. Ce sera plus classe. Très bien. Alors, vous vous souvenez que lorsque je vous ai proposé la glose au début du cours, je vous ai dit qu'elle était lacunaire, qu'il manquait des choses. D'accord? Il manque les sous-opérations qui sont inhérentes à l'utilisation de ça. Alors, donc là, c'est le transparent 37. Donc, dans la première partie de la glose, je vous avais donné a certain number, quantity, degree of, et je vous avais donné les têtes nominales, telles qu'elles apparaissaient dans les exemples. Donc maintenant, on va mettre en avant des sous-opérations. Donc pour ça, maintenant, vous gardez en tête que la glose, c'est a certain number of n inferior to the maximum, où n est un nom qui relève du fonctionnement 1. A certain quantity of n inferior to the maximum, où n est un nom qui relève du fonctionnement de A, et a certain degree of n inferior to the maximum. Et auquel cas, n relève du fonctionnement de B. D'accord? Cette glose-là donne effectivement les sous-opérations qui sont associées à ça. Donc, number, quantity, degree et inferior to the maximum. D'accord? Alors, la non-spécification. Ça, c'est la première sous-opération de somme. Qu'est-ce qu'on entend par non-spécification? Comme son nom l'indique, vous n'allez pas spécifier la quantité, le nombre ou le degré du nom en question. D'accord? Alors, soit vous ne pouvez pas spécifier le nombre, la quantité ou le degré de n, ou soit
vous ne voulez pas spécifier le nombre, la quantité ou le degré de n. D'accord? Vous spécifiez juste qu'il y a un certain nombre, une certaine quantité, un certain degré de. Ça, c'est la première sous-opération. D'accord? Donc, vous allez voir aussi qu'on va se répéter assez régulièrement aussi. La deuxième sous-opération inhérente à SUM, c'est la sous-opération de déficit. Et pourquoi parle-t-on de déficit? Parce que dans la glose, on a utilisé inferior to the maximum. En utilisant SUM, vous n'aurez jamais la quantité, le nombre ou le degré maximal. Ce sera toujours un petit peu en dessous. D'accord? Quand vous dites some books, ce ne sont pas tous les livres, mais une certaine quantité qui est inférieure à la quantité maximale. A certain quantity of coffee, même chose, ce n'est pas tout le café, mais une certaine quantité de café qui est inférieure à la quantité maximale. Et même chose, a certain degree of thoroughness, c'est un degré qui n'est pas maximal, mais qui est en deçà du degré maximal. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un déficit. Mais c'est aussi pour ça qu'on utilise SUM, parce que vous ne pouvez ou vous ne voulez indiquer la quantité, le nombre ou le degré. D'accord? Si jamais vous vouliez utiliser la quantité, le nombre, le degré, vous utiliseriez une autre détermination du style 3 books. Là, vous savez que vous avez atteint la quantité, le nombre maximal. 2 cups of coffee, vous avez atteint la quantité maximale. Et je sais pas moi, a lot, non, mais ça ne va pas. Thoroughness, c'est le degré maximal de thoroughness. D'accord? Donc, je vous ai proposé une autre glose dans la diapo 40. Donc, quand vous dites I've got some repairs to do, c'est some repairs to do, but not all of them. Et c'est ça qui marque le déficit. D'accord? Vous avez la non-spécification parce que vous n'indiquez pas le nombre réel de réparations à faire. Et vous avez une sous-opération de déficit parce que ce ne sont pas toutes les réparations, mais seulement une partie d'entre elles. Some coffee, but not all the coffee. Même chose. Sous-opération de non-spécification, vous ne spécifiez pas la quantité de café. Et sous-opération de déficit, ce n'est pas tout le café, mais seulement une partie. Et some subtlety, not the highest degree of subtlety, même chose. Vous avez votre sous-opération de non-spécification, puisque vous ne spécifiez pas le degré et que vous ne spécifiez pas que c'est le plus haut degré, mais que c'est toujours un degré en deçà de ce plus haut. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, ce sont les deux sous-opérations pour SUM. L'opération de non-spécification et l'opération de déficit. Ça va? Je suis pas sûre que pour ça, ce soit mieux qu'on ait commencé par la syntaxe plutôt que la grammaire, parce que j'ai peur de vous perdre un peu là. Bon. Un petit peu, mais bon, on s'accroche, on dirait. Oui, non, mais sinon, on va... Faites voir ça. Bon, Sinon... ça répond oui, donc... Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que la syntaxe, c'est vrai, vu qu'on a quelques... Enfin... que ça, je sais pas, ça découle un peu plus facilement, on a des notions qui viennent plus facilement en tête. D'accord, bon, disons que peut-être la terminologie pour la détermination, elle commence à être un petit peu acquise aussi. Vous avez moins peur de tous les termes barbares qu'on peut utiliser. Mais de toute façon, ce qu'on va faire là, moi je vais finir sur SUM. Si vous vous sentez d'attaque, on continue. Et on attaque Any, sinon on s'en tient là pour ce soir. S'il y a besoin, ce week-end, on se revoit ou on se parle à nouveau. Et sinon, on se voit mardi, puis on reprend. Donc j'ai téléphoné à Madame Charlois et on va mettre en place les rattrapages. Ok.
Donc pour vous, vous direz ça à vos camarades qui ne sont pas présents, pour vous, il y aura en tout 6 heures de rattrapage. Pas sur la même journée. J'ai bien demandé à Madame Charlois de faire ça sur 2 jours. Parce que faire 3 heures de syntaxe. Ben, on verra, soit on fait 3 heures de syntaxe, 3 heures de grammaire, soit on fait de la grammaire, de la syntaxe. C'est vous qui me demanderez, c'est vous qui gérerez, d'accord? Moi, je ferai en fonction des besoins, parce que j'ai aussi demandé à Madame Charlois quand est-ce que je devais rendre mes examens, mes sujets d'examen pour le CM. Donc, je dois rendre ça pour la rentrée des vacances d'avril. Donc, ça me permettra de voir, il nous reste 2 semaines, de voir un petit peu comment on a avancé. Et voir un petit peu où on en est et ce que je peux faire, parce qu'à la rentrée des vacances d'avril, il nous restera 3 semaines avec la... attendez que je vous raconte pas. Oui, 3 semaines, c'est ça. Avec la semaine blanche. D'accord? Donc moi, ça me permet... ça me permettra de voir un petit peu comment on a avancé, de voir un petit peu jusqu'où je peux aller. Mais dites-vous bien que si jamais je propose un sujet d'examen qui va un petit peu plus loin, bien évidemment, je referai mon barème si on n'est pas arrivé jusque-là. D'accord? Je ne vais pas vous interroger sur des choses que... Bon, certes, vous aurez eu les diapos entre les mains, mais si on ne les a pas vraiment travaillées, on pourra... je ne vais pas pouvoir... je ne peux pas décemment vous interroger dessus. Oui, c'est normal. D'accord? Je sais que moi j'avais des profs qui nous faisaient ça pareil, même si on ne les avait pas fait, mais je ne fais pas ces enseignants-là. Yasmine qui a envie de faire 6 heures de grammaire, a priori. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, mais Merci, Laura, je Yasmine. ne pas être tout à fait d'accord. Oui, mais Yasmine, il y a quand même un examen de syntaxe. Ça pose un peu de problème. Hein. Par contre, madame, oui, je vous écoute. Ah, attention. Le suspense est à son comble. Pardon. Est-ce que vous auriez des cours de Middle English? Je peux vous proposer des lectures, mais c'est vrai que comme il est banalisé, mais ça vous intéresserait ou pas? Bah oui, ça pourrait être intéressant. Juste pour jeter un œil, à ce Ouais, moment-là, bon, je vais pas vous donner mes diapos parce qu'elles sont vraiment très lacunaires, mais à ce moment-là, je peux, parce que je vous avais acheté, faudrait que je les ai achetés pour la BU, il faudra qu'ils me remboursent, mais je vous avais acheté un manuel de moyen anglais en plus de ceux qu'il y a déjà. Donc, je vous transmettrai ça, ou sinon, je ferai comme pour le Lapeyre et Roger, je le scannerai et puis je vous le mettrai sur Moodle. Ben oui, mais moi aussi, j'avais hâte pour le Middle English, vous pouvez pas imaginer, mais bon, c'est faute à pas de chance. Mais bon, alors qu'on soit bien clair, c'est pas une raison pour redoubler que je vous ai en L2 l'année prochaine. Hein. D'accord? Je vous ai tous en L3. Hein, et auquel cas, on fera du moyen anglais ensemble, histoire de se marrer un petit peu, d'accord? C'est tout à fait possible. Ça, à ce moment-là, on fera ça de manière tout à fait informelle, on ira se boire une bière quelque part, et puis on fera du vieil anglais et du moyen anglais. Oh, chouette, j'ai des futurs médiévistes. Ouais. C'est génial, ça. Mais pourtant, le vieil anglais, c'est pas forcément le plus simple, hein, je vous l'accorde. Mais bien sûr, Yasmine, vous allez avoir 18, même plus que ça. Ou juste on boit, ouais, aussi, si vous voulez. C'est une autre idée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, ce sera avec grand plaisir. Ouais, on voit les alcoolos, en gros, c'est ça? Alcoolique. Enfin, vous m'avez dit que si ça se trouve, là, comme je vous vois pas, vous avez tous ouvert votre bouteille de bière par devers vous, hein? Ou votre mojito. Ah, c'est un mojito. Ah, c'est plus intéressant, ça, ouais. Comment ça, eux, non? Même pas? Et non. Très bien. Allez, on va finir sur Sam, alors, si vous le désirez. Donc, on est d'accord. Toujours avec modération, surtout si vous prenez la voiture derrière. Oui, je suis d'accord avec vous, mojito. Ouais, ça, quand il est bien fait, mojito, bière. Bon, entre les deux, je préfère quand même le mojito. Ah, mais c'est vrai que c'est plus traître. On va partir sur un débat Ouais. alcoolisé. Oui, Génial. non.
Bon, vous savez, après, la vodka aussi, c'est très bon. Hein, mais bon, hein, chaque chose en son temps. Je vais quand même pas vous raconter tous mes petits secrets d'alcoolique. Hein, mais bon, effectivement, j'ai été étudiante avant vous. Et puis, quand j'étais en Bretagne, la Saint-Patrick, c'était fort sympathique. Sauf que moi, le lendemain, j'étais en forme devant mes étudiants, alors que vos camarades n'étaient pas en forme du tout. Alors qu'on avait bu exactement au même endroit et à peu près autant. Alors, donc, concernant ça, vous vous êtes rendu compte, dans votre pratique, que Sam n'était utilisé que dans des contextes assertifs. D'accord? Un bon whisky aussi, je vous l'accorde, mais alors, là, faites gaffe, je suis très très difficile. Il y a des whiskies qui se mélangent avec l'orange ou le coca. Et puis, non, je suis pas d'accord. Non. Et il y a des très bons whiskies qui se boivent secs, genre les whiskies japonais ou qui coûtent une blinde, mais qui sont très très bons. Alors, donc vous avez remarqué qu'avec Sam, c'était soit des contextes assertifs, soit des contextes interrogatifs. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'orientation positive. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on entend par orientation positive ou... Oui, whisky japonais, je suis d'accord avec vous, Kevin. Alors ça, le premier qui me le mélange avec du coca, je le cloue au pilori. Hein. Hors de question. Ah oui, non, là, c'est un crime de lèse-majesté, attendez. Donc, orientation positive ou orientation active. Parce que dans tous les cas, vous savez que vous allez mettre en place une certaine quantité, un certain degré ou un certain nombre de. D'accord? Et c'est pour ça que c'est compatible avec les énoncés affirmatifs plutôt qu'avec d'autres types d'énoncés. Si vous regardez les exemples 31 à 33, on va commencer par l'énoncé 33, qui est un énoncé assertif, donc c'est-à-dire un énoncé affirmatif. Some people never brush their teeth. Alors, bien évidemment, quand vous dites some people never brush their teeth, on ne met pas en cause le fait qu'il n'y ait personne. D'accord? Il y a des gens, mais ces gens-là, ils ne se brossent pas forcément tous les dents. Si vous regardez maintenant les exemples 31 et 32, would you like some tea? Et I want to bake another cake. Is there some flour? Quand vous proposez à quelqu'un would you like some tea? Ça implique obligatoirement que vous faites une offre à votre co-énonciateur, la bonne blague. Mais à moins d'être taquin et d'être un petit peu saloperie sur les bords, vous n'allez lui proposer que ce que vous avez. D'accord? Donc si vous dites à quelqu'un would you like some tea, ça implique obligatoirement que vous avez asserté l'existence de tea et que vous proposez quelque chose que vous avez, en l'occurrence du thé. Hein, vous n'allez pas lui dire would you like some tea? Oh, here's a coffee. Non. Si vous proposez would you like some tea, ça veut dire que vous en avez. D'accord? Même chose. Si vous dites I want to bake another cake, is there some flour? Une fois encore, vous demandez à votre co-énonciateur s'il a de la farine, mais en sachant pertinemment qu'il en a. Pourquoi? Parce que dans le contexte à gauche, vous dites I want to bake another cake. Ça veut dire que vous avez déjà fait un gâteau et que dans ce gâteau, vous avez très probablement déjà mis de la farine. Donc, vous dites à votre co-énonciateur is there some flour, impliquant, comme j'ai déjà fait un gâteau, me semble-t-il, il doit te rester de la farine, donc est-ce que tu en as? D'accord? Et donc, c'est une demande de confirmation de la part du co-énonciateur. Par contre, et là on finit avec ce parallèle-là, par contre, dans ces deux premiers exemples, would you like some tea et is there some flour? Alors là, pour le 32, on supprime le I want to bake another cake. Est-ce qu'on pourrait dire would you like any tea?
J'aime beaucoup vos exemples aussi. Ah bah après, on peut s'en servir en TD, hein. Bon, il faut qu'il soit avec un petit peu plus de contexte. Donc non, on ne peut pas dire would you like any tea. Mais par contre, on peut dire is there any flower? D'accord? Sauf que je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Je vais vous demander d'y réfléchir pour mardi. Quelle différence faites-vous entre is there some flower et is there any flower? D'accord? Ce qui nous permettra de commencer tranquillement any. D'accord? Parce que pour ça, j'en ai terminé. Est-ce que ça vous a paru complexe? Ça va? Quand je vous avais dit que le second semestre était beaucoup plus simple en termes de détermination, je vous mens pas, hein. D'accord? Comparativement à 0, E et the, ça c'est du pipi de Sansonnet. C'est pas finger in the nose, mais quasiment. D'accord? Il y a quelqu'un dans le chat qui Gardez dit... en tête avec some que vous avez une assertion d'existence, d'accord? Et que vous mettez en place la clause a certain number, quantity, degree of n inferior to the maximum. D'accord? Et que vous avez deux sous-opérations, la non-spécification et le déficit. Et que en contexte, vous essayez d'expliquer à quoi correspondent ces deux sous-opérations-là. Mais elles seront toujours présentes. D'accord? Donc, elles seront toujours présentes que vous donniez une valeur quantitative ou une valeur qualitative à somme. Et bien évidemment, essayez de me montrer en quoi somme a une valeur quantitative ou en quoi somme a une valeur qualitative. Et si jamais vous tombez sur un exemple où les deux valeurs sont mises à peu près sur le même plan, ben, vous essayez de m'expliquer. D'accord? Il y en aura toujours une qui sera un petit peu plus importante que l'autre. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu ou est-ce qu'on s'arrête là pour ce soir et puis on se voit mardi et si besoin est, je me connecterai sur Messenger pour répondre à des questions éventuelles. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit some flour with the very French accent. Ah oui, some flour, ouais, oui, hein, on est d'accord, the flour. The flour. Et non, c'est une belle trichetongue. Alors... Vilain. Alors, me donnez pas le nom, sinon la personne en question risquerait de passer un mauvais quart d'heure mardi. Oh. J'ai mon opinion sur la personne. Tant que vous me le dites pas Oh et que non. vous dites non, c'est pas comme ça va aller. Non, je vais pas dire son nom ni son prénom, mais Non, il non. semblerait que ce soit quelqu'un dont le prénom commence par Y et finit par Asmine. Oh, c'est vache ça. Je suis sûre que vous avez dit ça sur le ton de la plaisanterie, Yasmine. Hein. C'est pas comme ça que vous allez le prononcer, dites-moi. Donc du coup, est-ce qu'il y en a qui veulent continuer ou c'est bon? Ah, je viens de me faire traiter de sale chien, c'est très plaisant. Vous réglerez vos comptes. Ça va, moi je vois rien. S'il y a du son ou quoi que ce soit, je ne vois rien, j'entends rien, je ferme l'ordinateur. D'accord, ça marche. Alors, est-ce que vous voulez qu'on arrête là ou on continue un peu? Vous avez le droit de me dire non, on arrête, madame, on en a ras-le-bol, il est 11h, dodo. Pas de problème. Oh quoi, si Iman là il commence à... J'avais pas vu, excusez-moi, j'avais pas vu le chiffre. Ouais, et puis en plus, si Kevin commence à dire The floor is lava, Ouais. ça va pas le faire. D'accord, non mais je vous laisse tranquille. Reposez-vous bien. Bon courage pour vos langues vivantes demain. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Et ça, je me doute bien, ouais. Mais je vais vous souhaiter tous, à toutes et à tous, un beau dodo. Moi, je vais aller jouer un peu, je vais en profiter. Oh, moi aussi. Mm. Je vais ressortir le Zeldo. Ouais. En mode Ah, le Stitch est sympa aussi, ouais, il est sympa ce petit Stitch. Bah, je vous en prie, hein, si ça vous sert, c'est l'essentiel. Voilà, parce que bon, l'un dans l'autre, j'ai quand même été absente 8 semaines, hein, donc c'est pas très agréable pour vous. Voilà, moi je vous en prie, il n'y a pas de problème non plus, hein, je vous l'avais proposé. Donc, c'est you're welcome. Donc voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des questions pendant le week-end, hein, je me connecterai sur Messenger. Et puis ben, on se voit mardi, en vrai, cette fois-ci. D'accord?
Bon courage à Ouais. bonne fin de semaine et puis bon week-end et à mardi prochain. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi le cours, hein. Dis-moi dans les commentaires quel type de vodka tu préfères. Ça m'intéresse vachement. Et donc du coup, au revoir.